Bonjour tout le monde et bienvenue à ce démarrage du Salon de la Data 2019. On est ravis de vous voir aussi nombreux à ce retour d'expérience. Ce matin, on va parler gouvernance des données. Donc le sujet intéresse. Je suis Lazare Selami, cofondateur de Data Galaxy et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter ce retour d'expérience avec l'équipe de SNCF Gare et Connexion. Monsieur Arnaud Létulier, responsable du pôle data et Élise Nicolo, Data Analyst et Product Owner sur le pôle data. Aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble. On va essayer de garder le maximum de temps pour l'échange. Donc l'idée, c'est pas de vous parler de l'outil, l'idée c'est plutôt de vous parler de pratiques et de démarches. Donc on va avoir une rapide introduction de Data Galaxy et une introduction de SNCF Gare et Connexion. Et après, on va passer sur la présentation de la démarche de gouvernance de données chez la SNCF Gare et Connexion et la partie réellement retour d'expérience et présentation de ce qu'on est en train d'accomplir ensemble. Et enfin, les échanges avec vous. Donc on va tout de suite démarrer. Je vais vous présenter rapidement Data Galaxy. Donc en fait, Data Galaxy, on est un jeune acteur français, lyonnais, spécialisé dans la gouvernance des données. Et aujourd'hui, avant de commencer, j'aurais aimé vous poser une petite question. Je pense que juste un petit sondage dans l'assistance qui a démarré une démarche de gouvernance de données. Quasiment tout le monde. Et aujourd'hui, rapidement également, est-ce que tout le monde est au clair pourquoi il souhaite le faire? Ok. Donc en fait, je ne suis pas un éditeur dans l'âme. En fait, Data Galaxy est né par la volonté de 2 consultants, moi-même et mon associé Sébastien, où avant, pendant 15 ans, on était des praticiens de la gouvernance, de la gestion des données. Et en fait, on a vu comment, avec l'outillage des solutions qui étaient disponibles, on n'a pas réussi à réellement répondre à des besoins qu'on avait au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a une conviction qui s'est forgée qu'aujourd'hui, la data gouvernance n'est pas un logiciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déployer parce que dans l'entreprise, on a décidé de le faire. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un décide, on va faire de la data gouvernance. Ça, on l'a vécu pendant des années. La data gouvernance, aujourd'hui, on a parlé beaucoup avec nos pairs, c'est plutôt un état d'esprit. On arrive à cette conclusion-là, c'est plutôt une culture, c'est plutôt quelque chose que les organisations vont devoir apprendre à apprivoiser et apprendre à quelque part à cultiver, à développer dans leur propre écosystème. C'est quelque chose qui est propre à chaque organisation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Data Galaxy, on n'arrive pas à se définir réellement ce qu'on est. On ne peut pas dire qu'on est un éditeur. On est un nouveau genre d'acteur hybride où on pense qu'aujourd'hui, on n'achète plus des logiciels, on est plutôt une innovation méthodologique, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a rompu un peu le paradigme historique de la gouvernance des données, où ça descend du haut vers le bas, et on pense aujourd'hui que la gouvernance de données doit se faire dans une façon crowdsourcée, du bas vers le haut. Ça, du coup, c'est pour la méthode. On est également un éditeur de logiciels parce qu'on a décidé de s'outiller, vu que le marché ne proposait pas de solution qui pouvait accompagner cette démarche. Et enfin, pour nous, quand on propose une solution aujourd'hui, on doit être en capacité de donner les clés pour bien l'utiliser, pour accompagner, pour pouvoir la réaliser. Donc c'est là où notre vécu de consultant, où notre conviction d'agiliste, c'est qu'on doit apprendre à désapprendre et on doit apprendre à prendre des nouvelles pratiques. Et ça doit venir avec les solutions. Et aujourd'hui, sur le salon de cette année, en fait, après 4 ans d'existence, j'ai le plaisir d'annoncer ou d'introduire pour la première fois, donc c'est quelque chose qui est encore en labo, où nous sommes aujourd'hui après 3 ans d'innovation, avec un concept qu'aujourd'hui on qualifie de, désolé pour l'anglicisme, le Data Bakers Led Data Governance. Donc là-dedans, il y a beaucoup, c'est ici? Je prends le micro-main. Donc là-dedans, il y a beaucoup de mots-clés. On aura toute la journée, n'hésitez pas à venir sur notre stand pour qu'on échange, c'est quelque chose qui va se nourrir et que je vais vous présenter. En fait, aujourd'hui, les data bakers, c'est quoi? C'est que nous, après la prolifération de tous les nouveaux métiers autour des data, on s'est dit, il faut arrêter avec les buzzwords. Aujourd'hui, si on regarde bien, on a des personnes qui sont en train d'émerger, qui ont la responsabilité d'organiser la manière dont les données sont gérées dans les entreprises. On a appelé ça les data governors. C'est les équipes qui doivent organiser tout ça. Deuxième population, on a toutes les équipes aujourd'hui qu'on peut appeler les data managers, les data stewards, qui sont là et à qui on demande d'animer, de faire vivre ça au quotidien. Donc ils ont une mission, c'est l'animation.
Troisième volet, c'est toutes les équipes IT historiques. En fait, c'est quelque part les artisans de la donnée qui sont là au quotidien aux prises avec les données. Donc, on a appelé les craftsmen. En fait, c'est les équipes qui construisent. Et toutes ces équipes-là, en fait, réellement, elles sont au service des équipes à qui on demande de faire de la valeur avec les données. Donc, c'est nos fameux prosumers. C'est-à-dire les équipes qui, aujourd'hui, sont en même temps tour à tour producteurs de données, consommateurs de données, analystes, et qui ont ce rôle aujourd'hui de devenir des experts de la valorisation de la donnée. Du moment qu'on a identifié ces data bakers, on s'est dit, mettons-nous dans leur esprit, et c'est là où on revient, nous, quelques années en arrière, et se dire, dans leur quotidien, ils courent derrière quoi ces data bakers en fait? Aujourd'hui, chacun, dans son quotidien, il souhaite produire quelque chose. On ne va pas faire de la gouvernance pour le plaisir de faire la gouvernance. Donc aujourd'hui, un data baker va tout le temps commencer par une interrogation, je veux faire quelque chose. Et le premier réflexe qu'il a, je veux chercher ce qu'on a à savoir sur ça. Donc il va commencer par une interrogation, une recherche. Du moment qu'il a cherché, on sait tous qu'on souffre d'un problème de confiance et qu'on va finir par vouloir aller parler à l'expert, à celui qui est en mesure de me garantir que ce que je vois est vrai. Donc là, on a besoin de ses pairs, on a besoin de fiabiliser et de rentrer en communication avec les 3 autres data bakers, potentiellement sur des problématiques réglementaires, des problématiques de qualité ou des problématiques de stockage. Du moment que j'ai mon information, je vais pouvoir passer à l'étape d'après, essayer de se dire comment je vais pouvoir commencer à imaginer de la valeur avec ça. Donc là, je prends mon rôle de designer de l'information et je vais imaginer un nouveau besoin, un nouveau tableau de bord, un nouvel usage. Et du moment que cet usage, en fait, je l'ai fait et j'ai fait contribuer dessus mes data managers et éventuellement mes craftsmen, on va passer à la partie delivery, où aujourd'hui, je pense, la majeure partie des organisations ont fortement outillé cette partie avec les pratiques DevOps. Donc aujourd'hui, on sait développer vite, mais aujourd'hui, on ne sait pas arriver à cette partie rapidement. Et cette boucle-là, c'est ce que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui pour ceux qui connaissent les flywheels, c'est les data bakers flywheel, c'est-à-dire que c'est la boucle de valeur de tout acteur qui, au quotidien, a envie de créer de la valeur avec les données. Interrogation, validation, spécification, je donne aux équipes pour livrer et je reboucle. Et si, dans le quotidien, on arrive à activer cette règle-là, eh ben on a gagné. Parce que le plus dur, c'est de lancer la roue. Et pour la lancer, c'est comme ça que nous, on outille ces data bakers. Pour explorer, on propose avec Data Galaxy un catalogue de données. Un catalogue de données, c'est une place dans laquelle il y a le fameux glossaire, le dictionnaire, nos traitements, nos usages. C'est la place où j'ai tout. Du moment que j'ai ce catalogue, l'idée, c'est de le faire vivre. Et là, on va parler de data knowledge management ou bien de digital knowledge management. Il va falloir que je puisse parler en temps réel avec tous les autres data bakers pour que ça ne soit plus les discussions 2 à 2 ou un peu mal outillées. Du moment que j'ai collaboré, derrière, sur le design, et là, c'est une vraie rupture pour nous, on pense qu'aujourd'hui, on doit rentrer dans un cycle de continuous requirement. C'est quoi le continuous requirement? C'est-à-dire que celui qui exprime le besoin doit devenir un acteur qui prépare son besoin et il n'a plus besoin d'une assistance de quelqu'un qui se fait le rapporteur de ce qu'il a envie de faire. Et il faut que les équipes qui ont des envies de créer de nouveaux usages, qui rentrent dans un cadre où eux-mêmes commencent à initier cette démarche et à être autonomes pour analyser ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire avec cet usage. Du moment qu'on est arrivé à cette capacité de livrer mes requirements, c'est là où ça devient facile, parce que pour les équipes de livraison, ils ont une spécification qui est fiable, ils vont pouvoir se concentrer sur la partie delivery, et la boucle de la gouvernance est faite, parce que si j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai commencé à spécifier et j'ai livré, je suis déjà gouverné. Et là, on arrête de faire de la non-qualité, et c'est la boucle du flywheel qui se met en place, et derrière, c'est qu'une problématique de vitesse et de rythme et de périmètre qu'on pourra détailler plus tard. Du moment que j'ai parlé de ça, en fait, c'est là où le data baker led data governance prend son sens, parce que tous ces acteurs-là sont tour à tour acteurs et consommateurs. Sur la partie exploration et fiabilisation, juste avant, le data governor et le data manager vont se mettre par leur activité au service des data prosumers et des data craftsmen pour qu'ils leur facilitent la vie. Du moment qu'on spécifie, le data prosumer et le data manager deviennent, eux, acteurs au service du data governor et du data craftsman parce qu'ils leur préparent le travail qu'ils ont besoin de délivrer. Et quand j'ai livré, en fait, les équipes de delivery ont déjà servi le besoin du data governor qui est, lui,
pas inquiet sur le fait qu'il y a un nouveau patrimoine qui va apparaître dans la disposition. Et en fait, le rôle de Data Galaxy aujourd'hui, et c'est là-dessus que je termine, c'est qu'on installe un renforcement de cette culture de la gouvernance de la data-centric discipline au quotidien. Il faut apprendre à changer le quotidien. Il faut apprendre à désapprendre cette approche de processus de cycle siloté et apprendre maintenant à travailler ensemble parce que créer de la valeur et gouverner, c'est une chaîne continue dont on est tous acteurs et bénéficiaires. Voilà pour Data Galaxy. Et là, je vais passer la parole à Arnaud pour parler de cette démarche chez SNCF Gare et Connexion. Et je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qu'est Gare et Connexion en quelques mots, SNCF Gare et Connexion. Donc nous, on est aujourd'hui une branche de SNCF Mobilité, donc le transporteur SNCF. Demain, et demain c'est le 1er janvier 2020, on sera une filiale de SNCF Réseau, donc c'est un gros changement pour nous, avec un périmètre élargi. Donc on va gérer du coup les 3000 gares de France et également les quais, ce qui est une nouveauté. Voilà, donc c'est un gros changement à venir. Alors, notre raison d'être, nous, on gère les gares. On a une délégation de service public. Les gares, évidemment, on ne va pas les mettre en concurrence. C'est un monopole. Donc, notre raison d'être, c'est d'accueillir les voyageurs en gare, permettre aux transporteurs, quels qu'ils soient, que ce soit des transporteurs historiques, SNCF ou d'autres transporteurs, de faire arriver et partir les trains, de permettre aux voyageurs d'accéder facilement à la gare et d'y repartir. En gros, la gare, c'est un élément important d'une ville. Voilà, on se veut un city booster. Et notre mission, c'est de faciliter la mobilité des voyageurs. Voilà, j'ai mis quelques chiffres, 10 millions de visiteurs chaque jour. On a 4 filiales, dont une qui est assez connue, qui s'appelle AREP, qui est une filiale d'architecture et qui construit des gares, y compris jusqu'en Chine. Voilà. Et on a peut-être chose importante, chez Gare et Connexion, on a 3 sources de revenus principaux. Ce que paient les transporteurs, un peu comme les taxes d'aéroport pour faire arriver les trains. Ce que financent les autorités organisatrices dans le transport régional pour financer les gares régionales. Donc ça fait partie de la délégation de services publics pour le transport régional. Et puis une source de revenus qui est importante pour nous, pas parce qu'elle est la plus importante en montant, mais parce que c'est la seule qu'on peut développer, c'est le commerce dans les gares, tous les services dans les gares. Voilà, comment est-ce qu'on injecte de l'argent frais, de l'argent qui va contribuer à l'équilibre du système ferroviaire dans cet écosystème. Alors, pour faire tout ça, donc on est nous devant un très grand chantier. On a 3 objectifs principaux. Développer le chiffre d'affaires hors ferroviaire, donc principalement les commerces, mais peut-être d'autres sources de revenus. On est en train d'essayer de réfléchir à d'autres choses et tout est ouvert. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais voilà, tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes et on a des idées. Donc, voilà. La deuxième mission, ça va être de faciliter l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, qui est une obligation européenne, qui va être opérationnelle dès l'année prochaine, sur les grandes lignes avec des différents transporteurs qui vont pouvoir offrir une offre de services différente. Sur le transport régional et le transport en Île-de-France, ça va être des délégations de services publics, donc il y aura un opérateur choisi, qui pourra être SNCF ou un autre, et c'est lui qui opérera 100% du transport pour le compte de l'autorité organisatrice. Et puis la dernière, qui est vraiment importante pour nous, même si elle paraît un peu fumeuse comme ça à premier abord, c'est d'être un city booster, c'est-à-dire d'être avec les collectivités, avec les villes, avec les régions, un accélérateur du développement. Et on le voit, les quartiers de gare, si vous vous projetez il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas forcément des quartiers très attrayants. Aujourd'hui, avec les problèmes de développement durable, d'écologie, il y a un vrai intérêt sur le ferroviaire qui est une solution pour le développement durable. Et donc, les quartiers de gare se développent, s'enrichissent, les gens ont envie d'y aller. Et donc, nous, on a pour mission d'accompagner les collectivités pour faire de ces quartiers et de la gare un élément important. Et puis, si vous allez à Nantes, vous verrez, la gare elle est en pleine transformation. Et dans un an, ça sera très différent. Alors, les données dans tout ça, eh bien, pour nous, on a la conviction, nous, à Nantes. Alors, moi, je m'occupe d'une équipe qui s'appelle Data and Customer Platform, donc qui s'occupe de tout ce qui est données et clients en termes de système d'information et de digital pour la branche Gare et Connexion. Et on est convaincu depuis très longtemps que les données, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour le développement de Gare et Connexion, qui est un hub de mobilité. Et donc, on est persuadé que nous, ça devient un hub dans la data, dans le partage de données entre les différentes personnes qui vont graviter autour.
Et donc, ce qui est important pour nous, c'est quelles sont les données qui sont disponibles, sur quoi on peut compter, quels sont nos actifs. La deuxième étape, c'est de trouver quelle est la valeur dont on peut tirer tout ça. Et ce n'est pas toujours facile, parce que nos clients qui sont dans les gares, ce n'est pas nos clients directs, ce n'est pas eux qui payent directement. Et donc, on est dans du B2B2C parfois, et c'est parfois un peu complexe. Et puis, la dernière chose, c'est comment on sécurise tout ça. Alors, deux aspects sur la sécurité, comment on sécurise les business plans qu'on construit. Quand on imagine qu'il y a une valeur, comment est-ce qu'on fait pour délivrer la valeur et être sûr de la délivrer. Et la deuxième chose, c'est sécuriser les données, évidemment, notamment les données personnelles, mais pas que, pour que tout se passe bien. Voilà, donc on a imaginé une petite gouvernance de données. Alors on ne connaissait pas à l'époque les data bakers, mais finalement, en découvrant ça ce matin, c'est assez proche de ce qu'on fait. La première étape, qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de connaître. Alors c'est une démarche qu'on a imaginée, donc voilà, il y a un copyright, en fait, attention. Voilà, donc c'est de connaître, donc recenser les données, les documenter, les partager, faire en sorte que tout le monde la connaisse, qu'elle soit accessible, qu'on en connaisse la qualité, qu'on la classifie, est-ce que c'est confidentiel, pas confidentiel, est-ce qu'il y a de la concurrence, est-ce qu'il y a des données personnelles, etc. La deuxième étape qu'on va engager bientôt, ça va être d'essayer de valoriser cette donnée, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir, quelles sont les contraintes aussi qui s'exercent, donc les contraintes légales, les contraintes liées à la concurrence. Nous, on a une grosse obligation qui est la neutralité vis-à-vis des transporteurs. C'est aussi pour ça qu'on a une démarche qui est spécifique et qui n'est pas partagée au niveau de SNCF, parce que si on partage avec le transporteur TGV, par exemple, ça crée une distorsion de concurrence avec les nouveaux entrants. Et donc ça, on se l'interdit. Et puis la dernière chose, ça va être de choisir nos efforts, de partager et sécuriser. Je te laisse la parole, Elise. Bonjour. Donc là, moi, je vais faire un focus sur la première étape de la gouvernance dont parlait Arnaud, qui est la phase de connaissance de nos données. Je fais partie d'une équipe chez Gare & Connexion de 7 personnes qui gèrent le data lake de Gare & Connexion. Ce data lake s'appelle Avalon et il est né maintenant il y a 1 an. C'est un data lake dans lequel on adresse toute la chaîne de traitement de la donnée, c'est-à-dire qu'on collecte de la donnée, on la traite et on la restitue via différents cas d'usage. Et donc aujourd'hui, on a environ une centaine de sources de données qu'on collecte à des fréquences diverses. Des sources de données internes, des sources de données externes. Ces données, on les traite via des programmes qu'on développe, il y en a environ 150. Et donc on restitue ces données qu'on produit via des publications en open data, via des partages de données, via des tableaux de bord. Et aujourd'hui, on a une trentaine de cas d'usage recensés. Et il y a quelques temps, on a fait un constat. Même si, au fur et à mesure qu'on montait nos data lakes, on a essayé quand même d'organiser proprement nos données, force était de constater que quand même, même si on avait essayé de faire ça proprement, les données restaient quand même relativement disséminées. Et puis, plus on développe des scripts pour corréler nos données, pour les faire parler, plus les interactions se multiplient. Et donc, on est arrivé à un moment où on se disait c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble à jour, détaillée, complète, à exposer sur notre data lake. De même, impossible de rechercher dans notre data lake facilement si on disposait d'une métadonnée ou pas. Impossible d'être garant de la qualité de nos données. Des fois, la qualité, on sait qu'elle est là. Des fois, on ne sait pas trop. Bon, bref, on ne la connaissait pas bien. Et impossible de savoir si une donnée était fraîche, à quelle fréquence elle était rafraîchie, si elle avait bien été rafraîchie à la fréquence souhaitée ou pas. Et là, sur ce slide, donc, je vous ai mis les exemples de questions récurrentes qu'on nous pose à propos de notre data lake. Il y a des gens qui se posent des questions sur des thématiques particulières, par exemple les réseaux sociaux, qui nous disent tiens, est-ce que vous avez des données sur les réseaux sociaux quelles données vous collectez à ce propos-là? Quel traitement et puis quels usages est-ce que vous en faites? Il y a aussi des gens, côté métier, qui se posent des questions sur des données qu'on produit et qui sont vraiment structurantes. Parce que quand on sort des indicateurs, c'est bien, mais il y a des gens côté métier qui veulent s'assurer qu'on les calcule bien de la manière idoine. Donc par exemple, voilà, quand on sort sur un tableau de bord un chiffre annuel d'un commerce en gare, un chiffre d'affaires annuel d'un commerce en gare, il y a des gens côté métier qui veulent s'assurer qu'on a bien calculé ça comme il fallait. Et puis, finalement, pour n'importe qui, pour un nouvel arrivant dans l'équipe data ou pour n'importe qui s'intéresse à notre data lake, la question fatidique qu'on nous posait et à laquelle il était de plus en plus difficile de répondre, c'est mais en fait, vous avez quoi dans votre data lake et vous faites quoi en fait? Voilà. Donc, pour répondre à cette problématique, on s'est dit qu'il fallait cartographier nos données. Et finalement, cartographier les données, c'est quoi? C'est recenser et visualiser de manière simple toutes les données qu'on collecte, donc les entrées, les traitements qu'on produit dessus, et puis toutes les sorties qu'on produit. Et
Aujourd'hui, on se dit que notre objectif, c'est de cartographier nos données sur l'ensemble de notre data lake, mais à terme, finalement, ce qu'on voudrait, c'est cartographier l'ensemble des flux de données de l'entreprise. Voilà, c'est l'objectif suivant. Et pour répondre à cette problématique de cartographie, on a mené une étude comparative en sollicitant différents éditeurs, et on a retenu Data Galaxy. Alors au départ, Et au départ de notre démarche, une des premières choses qu'on s'est dit, et qui est vraiment importante, c'est qu'il faut, quand on cartographie la donnée, que tout le monde parle le même langage. C'est vraiment important, il va falloir que tout le monde sache qu'est-ce que c'est qu'une gare, qu'est-ce que c'est qu'un identifiant de gare, etc. par exemple. Et pour ça, il faut s'affranchir de certains clichés. Aujourd'hui, il ne faut plus penser que le métier est le seul connaisseur de sa donnée. Aujourd'hui, on sait que la connaissance de la donnée dans une entreprise, elle est aussi dans les équipes techniques. Des fois, elle n'est même pas côté métier, elle est uniquement côté technique. Donc il faut absolument lier ces deux visions-là. Il va falloir aussi, un autre objectif, c'est de faire sauter les dépendances. Parce que c'est plus possible aujourd'hui de dépendre uniquement de certains experts métiers qui sont les seuls connaisseurs de leurs données. Donc il faut faire sauter cette dépendance, mais il faut aussi faire sauter la dépendance vis-à-vis de nous, notre équipe data. Aujourd'hui, nous, maintenant qu'on a monté notre data lake et qu'on connaît bien les données de l'entreprise, on est sursollicité de par notre connaissance de la donnée. Et cette dépendance-là, finalement, il faut la faire sauter aussi, parce que nous, notre cœur de métier, c'est analyser les données, c'est faire du machine learning, tout ça. Et c'est pas répondre aux questions des gens qui se posent aux questions des gens sur les données de l'entreprise. Donc voilà, il faut absolument, j'ai mis démocratiser la connaissance de la donnée, voilà, il faut que tout le monde en soit au même niveau de connaissance. Donc, quand on commence la cartographie, on a 4 outils à disposition. C'est 4 outils que Data Galaxy nous met à dispo. Le premier outil, c'est l'outil sémantique. Alors, l'outil sémantique, c'est quoi ? C'est vraiment... Donc là, on est sur le volet fonctionnel et c'est le glossaire métier des données de l'entreprise. C'est la vraie base de connaissance des données de l'entreprise. C'est là qu'on va définir les concepts, les terminologies. Et donc, il va falloir renseigner cet outil-là en étant le plus verbeux possible, optimiser la compréhension, expliquer vraiment bien tous les termes fonctionnels. Le deuxième outil, là, on est sur un volet technique, c'est le dictionnaire de données. Et là, on va décrire toutes les tables qu'on a dans notre data lake, toutes les tables, tous les fichiers, les colonnes de nos fichiers, etc. Décrire tout ça, le format, la fréquence à laquelle ça se rafraîchit, etc. Le troisième outil, c'est le registre des traitements. C'est là qu'on va enregistrer tous les scripts qu'on développe et qui travaillent nos données. Donc, pour chaque script qu'on développe, on va donner toutes les étapes, on va dire qui en est responsable, quand est-ce qu'il tourne, etc. Et le quatrième outil, donc on appelle ça les conditions d'utilisation de la donnée, finalement, c'est l'annuaire des usages de nos données produites. C'est là qu'on dit, on va recenser toutes nos publications, tous nos tableaux de bord, voilà, tout ce qu'on fait avec les données exploitables. Et il faut bien garder à l'esprit, quand on cartographie, que plus ces outils sont simples et plus c'est un atout. Et c'est hyper important parce que plus qu'un autre applicatif, finalement, un outil de cartographie, s'il n'est pas simple, il y a forcément des gens dans leur coin qui vont développer des cartographies parallèles. Je pense qu'on a tous vu ça en entreprise. Voilà. Si l'outil n'est pas simple d'appropriation, forcément, il y a des gens qui vont dire « Non mais attends, moi je prends mon fichier Excel et la carte de ce domaine-là, je vais me la faire moi-même parce que leur outil, j'y comprends rien. » Donc voilà. Et en ça, Data Galaxy répond vraiment à notre besoin. C'est un outil simplissime et voilà, c'est vraiment très important. Alors comment est-ce qu'on a procédé pour notre cartographie ? On a écouté les conseils de Lazare pour notre démarche et puis on a aussi essayé de réfléchir par nous-mêmes en essayant de rester, on voulait vraiment rester vraiment pragmatique. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les domaines métiers, les projets, data, voilà, qu'on va cartographier. J'ai mis, même si on évite le silotage, parce qu'on sait très bien que les données, c'est pas étanche, il y a des données qui vont faire partie de plusieurs domaines métiers et tout ça. Bon, à un moment, on fait un choix, on arrête des domaines. Et puis, pour lancer notre cartographie, il faut vraiment quelque chose d'important. Plutôt que de se dire on va modéliser les objets les plus importants qui sont utilisés par tout le monde et aller du plus grand au plus petit, non, on va avoir une démarche itérative et incrémentale. C'est-à-dire qu'on va cartographier un premier domaine, voilà, de bout en bout, on va le terminer, et puis on va cartographier un domaine d'après, on va le terminer, etc. C'est la seule manière d'avancer aujourd'hui, on le sait. Et en plus, ça permet d'avoir une démarche vertueuse, d'amélioration continue, parce que plus on va avancer,
on va avancer, on va faire de mieux en mieux parce que voilà, à chaque fois, on va tirer l'expérience du domaine précédent. Ensuite, donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait lier la vision technique et la vision métier. C'est très important. Aujourd'hui, on sait que la connaissance de la donnée, elle est partout. Il faut absolument capter l'information sur la donnée qui circule, quoi. Elle circule dans l'entreprise. C'est une donnée qui vit. Il faut arriver à la capter. Et pour ça, il faut fédérer les équipes autour de ce process de cartographie. Il faut impliquer tout le monde. Et ça, cette implication, cette fédération des équipes, elle fait partie vraiment du process de cartographie en lui-même. Ensuite, voilà, on a prévu aussi des jalons pour notre cartographie. Bon, je ne dis pas qu'on a fait un planning parce qu'on a quand même essayé que ce soit respecté. Donc, planning, c'est un gros mot aujourd'hui. On a prévu des jalons et on suit l'avancement de notre cartographie au fur et à mesure. Et on garde bien sûr à l'esprit que la donnée, c'est comme l'entreprise, c'est une connaissance qui vit, qui évolue. Et donc, une cartographie, même quand on se dit qu'elle est terminée, il va falloir prévoir des mises à jour régulières parce que forcément, les données, ça évolue, les métadonnées aussi. Bon. Voilà. Pour notre démarche, concrètement, comment est-ce qu'on a procédé? Donc, nous, équipe data, donc on est 7. Finalement, on s'est dit qu'on était les plus à même de réaliser la phase de cartographie. Donc, on s'est dit, voilà, c'était nous 7 qui allions documenter. Et dans notre équipe, on a des leaders, des leaders qui sont leaders sur des domaines métiers et ou techniques. Et on veut que chaque leader ait un backup. Je ne vous explique pas l'intérêt du backup, vous le connaissez. Donc, on avait plusieurs challenges. Il fallait que ce backup-là, il ait le même niveau de connaissance de la donnée que le leader sur ces domaines. Et l'autre challenge de la cartographie de données, c'est la motivation de l'équipe. Parce que la carto, c'est de la documentation, finalement. On sait qu'un développeur, ce que ça veut, c'est développer. C'est pas documenter. Donc, ça fait partie du challenge. Et la solution qu'on a mis en place, c'est que finalement, plutôt que ce soit le leader sur un domaine métier qui réalise la cartographie des données sur ce domaine-là, c'est le backup plutôt qui va réaliser la carto, avec éventuellement l'aide du leader. Et ensuite, le leader, il contrôle ce qu'a saisi le backup. Ça permet en plus d'éviter des termes trop opaques et trop techniques qu'un leader pourrait forcément, qui a la tête dans le guidon, pourrait mentionner. Et puis, ce qu'on a mis aussi en place, c'est que les saisies de cette cartographie-là, on les fait sur un créneau commun. C'est-à-dire qu'on se cale 2 heures dans la semaine où tout le monde est disponible et on se dit pendant 2 heures on cartographie. Ça évite, ça permet de rester motivé, ça permet de s'entraider, ça permet d'avoir une certaine cohérence dans les saisies. Et puis, ça permet quelque chose d'important aussi, c'est de préserver la productivité de l'équipe. Parce que comme ça, il n'y a personne qui va lambiner dans son coin pendant des jours et qui dira « Non, mais j'ai pas pu avancer sur le reste parce que tu comprends, je faisais de la carto. » Donc, non, là, c'est comme ça, on fait ça pendant 2 heures. Ensuite, on fait notre job et voilà, la productivité est conservée. Et puis voilà, on organise des revues, bien sûr, avec les connaisseurs, les urbanistes, les métiers. Et de cette manière-là, tout le monde est impliqué et la connaissance est diffusée. Et un petit exemple concret maintenant. Donc là, je vais vous parler des escaliers mécaniques. Donc, les escaliers mécaniques, vous savez tous ce que c'est. Vous en avez déjà tous pris en gare. C'est les escalators. En fait, on ne dit pas escalator parce que c'est une marque, mais voilà, c'est les escaliers mécaniques. Et on a une 50aine de gares où sont placés ces petits capteurs. C'est des capteurs d'intensité qui sont placés sur le câble d'alimentation de l'escalier. Et quand l'escalier s'arrête, quand il est en panne et qu'il n'est plus alimenté, le capteur nous remonte l'information. Bon, bref, en gros, on sait quand un escalier fonctionne et quand il ne fonctionne pas. Et cette donnée-là qu'on recueille via ces capteurs, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, cette donnée-là, quand on la reçoit en temps réel, elle permet de dépêcher des équipes de maintenance. Parce que voilà, quand une équipe sait qu'un escalier ne fonctionne pas, elle peut intervenir et réparer. C'est aussi une donnée qu'on publie dans l'application mobile Hangar, que vous avez déjà tous installée. Voilà, Hangar fait du guidage dans la gare, dans les grandes gares aujourd'hui. Et donc, quand on guide un PMR et qu'on le guide vers un escalier, et que finalement l'escalier ne fonctionne pas, forcément, on va plutôt le diriger vers un ascenseur, par exemple. C'est aussi une donnée qu'on publie et qu'on peut partager avec les autorités régulatrices qui le souhaitent ou avec les transporteurs. Ça, c'est encore à l'étude, mais en tout cas, c'est un objectif. Et c'est une donnée qu'on exploite aussi à froid, c'est-à-dire qu'on calcule, donc ça c'est le dernier item, dans des tableaux de bord, on va calculer les taux de disponibilité de nos escaliers, savoir s'ils ont été dispo ou pas, enfin en panne ou pas.
Et donc, on réalise des tableaux de bord tels que celui-ci. Donc ça, c'est des tableaux de bord Power BI. Cet écran-là, c'est un référentiel de capteurs. Donc ça, c'est tout simple. Voilà, c'est le genre de choses qu'on réalise. Donc, on a une liste de capteurs. On voit que j'ai 54 gares dans lesquelles sont installés 382 capteurs. Voilà, un écran de type référentiel. Puis, on a d'autres écrans tels que ceux-là. Voilà, où j'affiche la donnée de la disponibilité client que j'ai calculée. Et puis d'un coup d'un seul, je vois sur mes gares quels sont les escaliers qui ont été à l'objectif en termes de dispo. Et donc, pour revenir à nos 4 outils de tout à l'heure qui sont dispo dans Data Galaxy, quand on cartographie ce domaine-là des escaliers mécaniques, donc on renseigne les 4 outils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le premier, c'est le glossaire métier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On va dire qu'est-ce que c'est qu'un escalier, définir le concept d'escalier, définir le concept de gare, etc. Donc voilà, par exemple, un escalier, j'ai un écran comme ça où je définis qu'est-ce que c'est qu'un escalier mécanique. Je dis que ça fait partie d'un domaine fonctionnel qui est les équipements, etc. Et de la même manière, je définis voilà, qu'est-ce qu'une gare, etc. Donc ça, c'est pour la partie métier, bien verbeuse et voilà. Et puis, deuxième outil, là on est sur la partie technique et c'est là que je dis quelle table, quel fichier est-ce que j'exploite et quel fichier moi je produis. Donc j'ai un écran pour chaque fichier que j'exploite ou que je produis. Et par exemple ici j'ai un fichier qui s'appelle le capteur, un fichier CSV où j'ai toute ma liste des champs, je vais définir voilà, le format, la longueur, etc. Bon, bref, est-ce que c'est un champ obligatoire ou pas ? Bon. Voilà, ça c'est pour le volet technique. Troisième outil, les traitements. Et là, je vais identifier chaque traitement que je produis sur mes données brutes. Et là, par exemple, j'ai un écran qui s'appelle KPI Dispo Client Escalier Mécanique. C'est un traitement qui prend en entrée mes messages de capteurs que je reçois et qui me sort dans la partie out un taux de dispo. Au milieu, j'ai mon programme qui me calcule tout ça et que je définis dans un autre écran où je dis, voilà mon script, voilà ce qu'il calcule, il concatène, etc. Je décris bien toutes les étapes de mon traitement. Voilà, pour sortir mon fichier exploitable à la fin. Quatrième outil, là je recense mes usages et donc là je vais décrire mon tableau de bord que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un rapport Power BI qui s'appelle escalier mécanique. J'ai un écran où je vais dire à quelle fréquence est-ce qu'il se rafraîchit, qu'est-ce qu'il contient précisément, etc. Puis là, j'ai choisi de vous montrer l'écran utilisation, où là, je dis mon rapport. Je lis mes objets métiers à mon rapport. Je dis que ça utilise le concept d'escalier, le domaine des équipements. Et puis, je dis que mon rapport, il se base sur 3 fichiers CSV qu'on voit à droite. Voilà, qui sont les 3 fichiers identifiés. Et une fois qu'on a renseigné ces outils-là, là, c'est le bonus Data Galaxy. C'est vraiment l'écran, vraiment un écran très pratique. Au départ de l'écran, en fait, je vois juste cette bulle-là. Donc, j'arrive dans mon outil et je dis, tiens, ce fichier CSV, qu'est-ce qu'il fait ? Et surtout, quelles sont les interactions de ce fichier-là avec le reste des éléments de mon data lake ? Donc, j'arrive au milieu, donc j'ai ma bulle, je déplie ma bulle. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Je vois que mon fichier CSV, il fait partie d'un rapport Power BI à côté qui s'appelle Escalier mécanique. Je vois que mon rapport... Lui, il fait partie d'une application Power BI qui concerne les lévatiques de manière plus générale. Puis je vois que mon rapport, il utilise, ce CSV-là, mais il utilise aussi 2 autres fichiers qui sont à droite, pardon. Voilà, qu'il fait référence à des objets métiers qui sont en haut. Et puis pour revenir à mon CSV, je vois qu'il fait partie d'un certain file store, qu'il est produit en sortie d'un traitement qu'on voit ici, donc le traitement que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis que ce traitement-là, il est fait à partir de 2 fichiers bruts en entrée. Voilà. Et là, d'un coup d'un seul, je vois tout. Je vois si je modifie un élément, je connais l'impact de cette modification sur le reste des éléments. Voilà. Et dernier écran que j'ai choisi de vous montrer, qui paraît simple, mais ce n'est pas des moindres. Un écran, c'est quelque chose qui est utilisable et utilisé par tout le monde, qu'on soit technique ou qu'on soit métier. C'est juste une barre de recherche. C'est de dire, voilà, je saisis un mot, donc là je saisis escalier, et je vois d'un coup d'un seul tous les éléments de mon data lake qui contiennent ce mot-là. Je vois mes éléments métiers, mes traitements, mes éléments physiques et mes usages. Et là, j'ai envie de dire, l'objectif est atteint. Voilà. Alors, vous allez nous dire à quoi tout ça sert.
parce que c'est super comme documentation. Je voulais vous montrer un petit film sur un de nos projets qui est un projet vraiment important pour nous, qui s'appelle Smart Station. Si j'arrive à le mettre. Comment ça se fait que je vois comme ça? Ah si. Alors je vais essayer de le mettre en plein écran. Voilà, on va le lancer. C'est parti. Destination la gare de demain. Une gare connectée et intelligente qui sait mettre à profit tout ce que le digital peut nous offrir. Elle propose à ses clients des espaces dédiés à la connexion et des bornes de recharge de plus en plus nombreux. Sur les écrans de gare ou sur les mobiles des voyageurs, elle délivre une information accessible à tous et mise à jour en temps réel. Parce que la gare est un lieu qui se vit, les clients y trouvent les services dont ils ont besoin. Restauration en salle, livraison de repas chauds concoctés par un chef, ou salade à emporter. D'un simple coup de pouce, chacun construit l'expérience qui lui convient. Côté mobilité, la gare s'ouvre sur la ville. D'un geste, on peut connaître tous les modes de transport à proximité et réserver en un clic son taxi ou son vélo électrique. Grâce aux technologies sans fil, les clients sont guidés et accompagnés dans leur parcours en gare. Des itinéraires alternatifs qui s'adaptent aux imprévus leur sont proposés. Et toutes les données récoltées sont analysées à l'aide d'algorithmes pour mieux maîtriser le flux des passagers et rendre la circulation plus fluide. Dans la gare de demain, les équipements communiquent et un double numérique de la gare, un jumeau virtuel, est créé. Un escalier mécanique est en panne? Il émet un signal qui permet une prise en charge immédiate. Et le double numérique guide les équipes de maintenance pour intervenir en un clin d'œil là où il faut, comme il le faut. Grâce à des capteurs placés aux points les plus stratégiques, les données recueillies permettent de connaître en temps réel l'état de santé des équipements. Et grâce à la maintenance prédictive, chaque défaillance est analysée pour être mieux anticipée. Dans la gare de demain, la consommation énergétique et l'empreinte carbone sont maîtrisées. Température, luminosité, occupation, matériaux, logistique, de nombreux paramètres sont pris en compte pour piloter au plus juste, tout en préservant le confort et la sécurité de tous. La gare de demain, c'est une gare construite et pensée pour améliorer l'expérience client. Une gare qui assure la sécurité de tous les publics. Une gare plus verte et plus durable qui sait optimiser son fonctionnement tout en préservant la planète. C'est une gare qui place la création et l'innovation au cœur de ses actions et qui se construit pas à pas. 600 gares pourraient être concernées et tout a été pensé pour que le périmètre soit plus large encore. La gare de demain, c'est la promesse d'un monde plus fluide. Un monde dans lequel la technologie permet de redonner du temps pour ce qui compte vraiment. Voilà, donc c'est notre ambition. Comme vous le voyez, la donnée, évidemment, c'est au cœur de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a absolument besoin de savoir ce qu'on a, de savoir le retrouver, de pouvoir le partager, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui vont intervenir dans cette gare de demain. Et c'est aussi un élément vraiment important pour nous. Voilà, donc la première étape de connaître, elle est largement engagée. Vous avez vu notre démarche. Ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est d'essayer d'engager la démarche suivante. C'est comment est-ce qu'on valorise nos données. Donc, on a cette ambition qui est dressée. On a des bases qui commencent à être solides maintenant. On commence à savoir ce qu'on a comme patrimoine de données, ce qu'on a dans notre data lake. On commence à regarder aussi tout ce qu'on a autour, à travailler avec nos différents partenaires. Et donc, on va lancer maintenant la démarche suivante. Alors, il y a plusieurs volets là-dedans. Il y a un volet d'acculturation. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est très centrale, beaucoup portée par nous. Et donc, on va devoir expliquer, embarquer tous les métiers, les partenaires, les gares. Et c'est assez compliqué parce que ce n'est pas forcément naturel. La deuxième chose, c'est bien poser les limites. La loi pose des limites. Nos obligations en tant que liées à la régulation du transport ferroviaire nous posent également d'autres limites. Il y a des choses qu'on veut faire, des choses qu'on ne veut pas faire. Par exemple, on a déjà décidé qu'on ne vendrait pas nos données personnelles de nos clients, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on exclut de base. Donc, il y a des limites comme ça qui sont posées. Et donc, on va essayer de les expliciter pour que chacun les respecte et éviter les louper. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est travailler sur la valeur. Donc, faire des propositions, trouver les partenaires, les idées, faire l'idéation sur le sujet. Et là, il y a énormément de choses à faire.
Ce qu'on veut faire, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que notre gouvernance reste la plus légère possible. Donc on a un outil qui est simple, une démarche que j'espère est suffisamment simple. En tout cas aujourd'hui elle fonctionne bien et l'équipe y adhère et c'est vraiment, vraiment intéressant. On ne veut surtout pas avoir quelque chose de très compliqué, qui soit très long, de manière à préserver l'agilité. Ça va être aussi un de nos gros challenges en termes de gouvernance et une de nos difficultés. Voilà. L'objectif pour nous, c'est, vous l'avez compris, d'être le hub de la data autour de la mobilité, voilà, au cœur des villes, que chacun puisse y trouver l'information, chaque partenaire puisse y trouver avec nous l'information dont il a besoin, qui lui permette d'optimiser son service, d'être plus performant, de fluidifier la vie des voyageurs et de simplifier la gestion des abords de la gare. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.